Euh, bonjour. Ça va commencer. Ouais. Alors deux, trois petites, deux, trois petits morceaux, deux, trois petits messages de service. Je tiens à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendaient pieds nus. J'avais peur que mes pieds puent parce que j'ai porté les chaussures toute la journée, donc je le fais pas. Euh, mes excuses. Aussi, c'est avec une petite émotion que je suis sur le grand amphi parce que je viens de l'ENSERV à la base. On a fait plein de trucs marrants à l'ENSERV sur scène. Il y avait le club chant et tout. Damien il s'en souvient. C'était rigolo. Bon, voilà, c'est cool, c'est cool. Parlons. Ah oui, petit coup de gueule aussi, petit coup de gueule. Alors, Sayo, génial. J'ai- euh, faut- je- Par contre, petit coup de gueule précis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, ils ont une sorte d'obsession avec les puissances de 2. Et à un moment, ils me disent, ouais, il faut faire un talk de 50 minutes. What? Donc je vais pas faire un talk de 50 minutes, je vais faire un talk de 32 minutes et 16 minutes de questions. Bon, voilà. Non, j'en sais rien, on verra. On va voir combien de temps ça dure. Bonjour, je m'appelle David Bruand. Je vais expliquer que JSON, c'est pas parfait et on peut tenter d'autres trucs. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est bon. Juste petit overview de ce qui va se passer. Je vais faire une introduction qui va durer trop longtemps. Ensuite, je vais parler de représenter efficacement de l'information qu'on transfère sur le réseau. Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le contexte web. Après, il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Mais ensuite, je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Je vais parler de protocole buffer, un peu dans le détail. Des alternatives, parce qu'en fait, il n'y a pas que protocole buffer qui existe. Et ensuite, je vais essayer de rêver à un logiciel parfait que j'aimerais. Donc une introduction un petit peu trop longue. C'est aussi dans cette école que j'ai rencontré ce gars-là, Jean-Marc Leroux. Il venait faire une présentation au TTFX, donc les tontons flexeurs, les anciens organisateurs, peut-être ils sont là, je sais pas. Il avait fait une présentation super sur un truc qui s'appelle Minco, de la 3D dans Flash, c'était compliqué, mais ça avait l'air, enfin, il était vachement balèze. Et puis donc il fait son talk, puis après on va boire des bières dans un bar avec les gens qui étaient là. Et puis à un moment on parle de trucs, et puis il fait ouais, mais JSON c'est de la merde. Enfin, non, je sais pas. Enfin, XML, on est tous au courant. XML, c'est inefficace et pour les humains et pour les machines. Ça, on savait. Ça, ok. Mais JSON, c'est pas mal quand même. Enfin, et là, il commence à m'expliquer. Ouais, mais si tu veux envoyer une longitude et une latitude, tu le fais en JSON. T'es là, accolade, guillemets, galère. Ça prend 48 caractères pour rien. Alors qu'en fait, si on fait deux nombres flottants, ça fait 4 octets et 4 octets, ça fait 8 octets. C'est plus efficace. Ah ouais, ouais, c'est pas con. Après, il me parle d'un truc qui s'appelle protocole buffer. Alors, j'ai passé toute la nuit à essayer de comprendre comment ça marchait. Et voilà, merci Jean-Marc. C'est un peu grâce à toi ce talk. Il n'a pas forcément dit JSON c'est de la merde. Je sais plus ce qu'il a dit, mais il a dit un truc un peu fort. Et, donc faut pas me citer le citant. Voilà. Une deuxième source d'inspiration de ce talk, c'est ce gars-là qui est un prof à cette école. Genre, je sais pas s'il est encore prof. Et qui a fait le cours de théorie de l'information. J'aimais bien ce cours, j'aimais bien la manière dont il a commencé. Il a posé une petite devinette. Je pense à un nombre entre 1 et 8. La question, c'est quel est le nombre minimal de questions indépendantes que vous pouvez me poser, alors des questions yes-no, des yes-no questions, que vous pouvez me poser tout en étant sûr que vous avez la réponse à la fin. Donc par exemple, si vous me posez 8 questions, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, 1, 1. Ok, bon, là, mais vous avez posé 8 questions. Quel est le nombre minimal de questions qui va vous permettre d'y répondre? Et donc dites juste genre dites la réponse 3, 3. Voilà, effectivement c'est 3. Alors il y a plusieurs manières de le faire. On peut se dire ah ouais, est-ce que c'est un nombre pair, est-ce que c'est un nombre pas pair, et ensuite redécouper, faire un truc dichotomique. Bon là les questions elles sont pas indépendantes, mais c'est à peu près là. En fait, dans le fond, la question les trois questions qu'on va poser, parce qu'un nombre entre 1 et 8, c'est un peu un nombre entre 0 et 7. Et donc la question qu'on va poser, c'est quoi le premier bit? Est-ce que c'est un 0? Est-ce que le deuxième bit c'est un 0? Est-ce que le troisième bit c'est un 0? En posant ces trois questions, de manière indépendante dans l'ordre qu'on veut, on va arriver à la réponse, si on est sûr à 100% de la réponse, et on ne peut pas faire moins que ça. Si
ont moins de questions, on peut pas discriminer 8 valeurs. Il y a la version un peu plus probabilistique de la question. Imaginons que mon choix il est pas aléatoire uniforme, mais il est biaisé. C'est-à-dire que je choisis 5 avec une probabilité de 93% et toutes les autres valeurs avec 1%. Bah là, en fait, le nombre, enfin, si on joue à ce jeu plein de fois, avec cette probabilité-là, le nombre moyen de questions minimal de questions que vous pouvez poser, en moyenne, ça va être 1,21. Donc il y a le calcul. Donc, tout ça, c'est pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut commencer à compresser l'information. Voilà. Donc, compresser de l'information. Pourquoi on veut compresser de l'information? Pour la performance. Parce qu'on aime les applications qui vont vite. Que aussi sur le mobile, en fait, les données, ça coûte cher. Genre, ça coûte littéralement cher. Sur mon plan, j'ai 500 mégas. Si vous faites du JSON pourri, vous me consommez mes données. Pardon. Et donc c'est mieux si vous en consommez moins. Aussi, un truc dont il faut s'en rendre, c'est qu'en fait le coût du CPU il est beaucoup plus faible que le coût du réseau. Donc on va préférer faire tout un travail d'encoding, de compression, de décompression, parce qu'en fait faire du calcul CPU ça coûte rien, ça coûte pas grand chose, comparé à du coût de réseau. Donc pour revenir à l'exemple de JSON, si je regarde là les deux exemples, j'essaie de représenter ma position à Bordeaux ici en JSON, ça prend ces caractères-là, donc ça prend 30 octets. Alors ça a plusieurs caractéristiques, c'est explicite, mais par contre c'est très inefficace, surtout dans la manière de représenter les nombres. Alors que par contre en binaire, on met les 4 premiers octets, les 4 seconds octets, et on a quelque chose de beaucoup plus efficace. Alors là, c'est des représentations des nombres flottants en binaire, ça n'a aucune importance, mais voilà. Le contre-coup de ça, c'est que c'est implicite. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis la longitude d'abord, est-ce que j'ai mis la latitude d'abord? Là, on ne le sait pas. Bon, voilà. Bon, voilà. Tout ça, c'est des petits morceaux d'information. Ensuite, la question plus générique qu'on se pose, c'est, on va essayer de prendre un peu de hauteur. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire quand on code une application qui tourne sur plusieurs machines? Mais en fait, souvent, on veut transférer une donnée d'une machine 1 à une machine 2. Et plus précisément, on a une information dans la machine 1 et on aimerait retrouver exactement la même information dans la machine 2. Alors, ce qu'on fait tous dans nos applications, c'est si on fait du JavaScript, le JSON on peut en faire ailleurs, mais c'est un JSON.stringify de l'objet qu'on a, et ensuite on le reparse dans la machine de l'autre côté. Donc ça marche super bien. Mais finalement, JSON.stringify et JSON.parse, c'est rien d'autre que juste des fonctions encode et décode. Et le détail de ces fonctions, de quelle manière elles représentent l'information et elles le font passer sur le fil, et surtout quelle taille ça prend, on n'en a rien à faire. Et donc, on peut se dire, ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'automatiser le fait qu'on encode quelque chose de plus petit sur le fil? Arrive Protocol Buffer. Donc l'idée de Protocol Buffer, j'aurais dû mettre une image là avec X-Men Origins, non, Wolverine Origins, Protocol Buffer Origins. Bon, c'est un truc qui a été inventé par Google, Protocol Buffer. L'idée, en fait, ils ont des data centers et puis qui veulent s'envoyer des messages pour diverses raisons, ça n'a aucune importance. Ces machines sont codées dans des langages différents, donc des fois en C, des fois en Python, des fois en Java. Ils ont envie que ces serveurs, que ces machines s'échangent de l'information, mais en fait, ils ont envie de quelque chose de plus efficace que le JSON. Et donc, ils conçoivent Protocol Buffer. Et une autre contrainte, c'est ils veulent de la forward et de la backward compatibility. En gros, l'idée c'est, j'ai deux machines qui se sont mis d'accord sur la manière dont elles échangent un certain type de message. Ah ouais, mais mon message il change, il y a un nouveau champ maintenant. J'aimerais bien pouvoir updater que la machine qui envoie le message et pas avoir à updater la machine qui reçoit. Et donc, j'aimerais bien pouvoir avoir un protocole qui permet que quand je rajoute un champ, le parseur de l'autre côté puisse ignorer les champs qu'il ne connaît pas. Et donc continuer à fonctionner de manière complètement transparente alors qu'on envoie un message qui est différent. Tout plein de contraintes, évidemment de protocole buffer.
invente le protocole buffer, pourquoi? Parce que donc, faire des trucs efficaces sur le réseau, pardon, faire des structures de données, envoyer de la donnée sur le réseau de manière efficace, ça existe. Il y a les gens qui conçoivent les protocoles réseau qui font ça. Bon, j'ai pris IPv4 au pif, avec ah ouais, et puis les bits 14 et 15, ils signifient machin, et c'est imbuvable à concevoir à la main et à implémenter à la main. Donc, on va imaginer un truc comme ça, où en fait je décris le message que je veux envoyer. Donc on va appeler un message, on va appeler une mesure, et qui est prise à une longitude et une latitude, et puis il y a des valeurs que j'envoie. Et en fait, protocole buffer, il va prendre cette description du message, et il va me générer la fonction d'encodage et la fonction de décodage dans le langage que je veux. Et ensuite, moi, je prends mon objet, je le mets dedans, et il me retourne un buffer. Alors là ça ressemble à du JavaScript, mais on s'en fout, c'est plus pour expliquer le concept. Et buffer, c'est juste une manière de stocker de l'information binaire. Et voilà. Et donc, c'est lui qui me génère ces fonctions, et je prends ces fonctions-là, je les mets dans mon code métier, et ça marche. Enfin, je les lie à mon code métier, et ça marche de manière complètement transparente. Voilà, bon, ça c'est la version fonction, c'est la version fonction du même schéma. C'est en gros protocole buffer, je lui donne un schéma, il m'output les deux fonctions d'encodage. La petite information importante aussi, c'est protocole buffer définit complètement la structure, enfin les octets qui seront envoyés et quelles sont leurs valeurs sur le fil. Alors c'est intéressant pour protocole buffer, mais en vrai on s'en fout, mais je vais y revenir. Juste avant de parler de tout ça, parce que une des raisons de ce talk aussi, c'est en fait des fois j'écris des trucs où je manipule du binaire, et les gens ils me prennent pour un magicien, ils disent, je suis complètement fou ce gars, il écrit des trucs en binaire, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Juste le binaire, la base, un bit, un octet, la notation hexadécimale, donc 0x, 8a, parce que donc le premier demi-octet, ça représente la valeur 8, le deuxième, ça représente la valeur 10, donc a en hexadécimal. Les opérations sur le binaire, donc le pipe et le et, ça c'est un truc qu'on peut faire dans tous les langages, genre en C, en Java, en JavaScript. Et donc là, je donne un exemple, et donc le pipe c'est un ou bit à bit. Et donc en gros, on prend les bits les plus à gauche, et si je fais donc la valeur d'en haut, pipe, ou la valeur d'en bas, donc 0 ou 0 ça fait 0, 0 ou 1 ça fait 1, 1 ou 1 ça fait 1, et 1 ou 0 ça fait 1. Pareil pour le et. Et il y a l'opérateur shift qui en fait, on prend la séquence binaire qu'on a et on la décale du nombre de bits correspondant à la valeur n. Ce qui, en fait, quand on regarde, c'est juste une multiplication par 2 puissance n. Ok, là on commence à mettre un peu les mains dans le binaire. Donc là, je vais lister un certain nombre de techniques utilisées par protocole buffer pour être très efficace dans la manière dont ils encodent l'information. Donc là, peut-être une des meilleures techniques, une des techniques les plus intéressantes, c'est la technique dite varint, où en fait on va encoder sur une taille différente des valeurs. Donc, habituellement, quand on veut stocker une valeur entière, on va utiliser un type int qui est représenté sur 4 octets, donc 32 bits. Et donc en fait, quand un parseur arrive, il se dit « Ah ouais, il faut que je lise un int à cet endroit-là », et donc il lit 4 octets, il les retire et ça se passe bien. Bon, sauf qu'en fait, 4 octets c'est bien, mais des fois on représente que des valeurs qui vont entre 0 et 1000, et donc en fait on passe son temps à transférer des trucs de 4 octets qui servent à rien, parce qu'en fait il n'y a que des zéros sur les 3 premiers octets, et puis on a un petit peu de valeur sur le dernier. L'idée du variable int, integer, c'est que si j'ai une petite valeur, je vais la représenter sur peu d'octets, et si j'ai une grosse valeur, je vais la représenter sur plus d'octets. Alors ce qu'on fait, c'est on gâche le premier bit de chaque octet pour savoir si on a fini de lire la valeur. Et donc le parseur, ce qu'il fait, quand il lit un variable int, il regarde chaque octet, et tant qu'on n'a pas trouvé la valeur 0, on va continuer à lire les octets suivants. Une fois qu'on a trouvé l'ensemble des octets qui représentent la valeur, ce qu'on va faire, c'est on vire donc les premiers octets, on vire les premiers bits de chaque octet, parce que ça c'était juste pour indiquer le parseur. Et ensuite, bon alors là c'est un peu bizarre, mais ils inversent l'ordre. Et une fois qu'on a inversé l'ordre, on lit la valeur, comme si elle était en binaire normal, quoi. Et donc en haut ça fait la valeur 1. Au milieu, ça fait la valeur 300, donc il faut virer les 5 zéros inutiles.
Et pareil aussi, en bas, il faut virer les deux zéros inutiles, et ça nous donne la valeur gna 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 gna. Premier constat, protocol buffer adore les petits entiers. En fait, si on peut transformer, enfin, si dans les données qu'on transfère, on a beaucoup de petits entiers, protocol buffer va mieux les optimiser. Aussi, un autre truc, c'est pour encoder une liste. En fait, on a un peu deux choix, il y a un peu deux philosophies quand je veux encoder une liste. Soit je donne la taille de la liste avant, et ensuite je lis les éléments de la liste. Soit je présuppose que, bon non pas forcément, soit en tout cas je spécialise un caractère qui va dénoter la fin de la chaîne de caractères, enfin de la liste qu'on veut, enfin de la liste d'éléments qu'on veut lister, enfin qu'on a stocké. Par exemple en C, pour les chaînes de caractères, donc une chaîne de caractères c'est juste une liste, on utilise le caractère spécial, on utilise /0 pour dire ça c'est la fin de la liste. Donc comme ça on gagne de la place. Oui. Comme ça, on peut indiquer que c'est la fin de la chaîne de caractères. Bon, par contre, ça, c'est ça qui cause 1 million d'erreurs de problèmes de sécurité, donc c'est pas forcément une meilleure idée. Par contre, on gagne quelque chose dans le sens où si on stocke la taille de la liste avant, on perd un petit peu de place systématiquement de manière constante. Sauf en fait si on utilise un variable int. Et c'est ce qu'ils font, ils combinent toutes les astuces. Alors, à chaque fois que j'encode une valeur, ça va bien ? Ouais, non. À chaque fois que j'encode une valeur dans un message protocole buffer, le premier octet, c'est toujours le numéro du champ. Ah ouais, faut que j'explique. Le numéro du champ et le wire type. Donc le wire type, en gros, donc on a des entiers, on a des variants, on a des entiers qui font exactement 64 bits, donc 8 octets. Il faut que je change. C'est bon ? Ouais. Changement de micro. Donc voilà, donc il y a différents types de valeurs, et pour prévenir quel est le type de valeur, on va l'encoder là. Et en fait, des types, il y en a moins que 8, donc on peut l'encoder sur 3 bits. Et donc en fait, parce qu'on a des octets entiers, et on n'utilise que 3 bits, et donc histoire de ne pas gâcher le reste de la place, on va encoder le field number sur le reste de la place. Alors le field number, c'est quoi ? Juste, je reviens en arrière. Là, on a vu le égal 1, égal 2, égal 4. En fait, c'est ça qui permet, c'est ce truc-là qui permet la backward et forward compatibility. En gros, dans protocol buffer, l'idée, c'est à chaque fois qu'on lit une valeur, on sait que c'est la valeur 1 ou 4 ou machin qui correspond. En fait, la sémantique, elle est encodée dans ce nombre-là. Et c'est ça qui permet aussi la forward et backward compatibility, c'est-à-dire le parseur, il récupère une valeur, il voit que c'est le champ numéro 5, il dit « moi, j'ai jamais été encodé pour comprendre le champ 5, je l'ignore, je le saute ». Voilà. Donc cette valeur-là, elle est encodée dans le premier octet. Et donc pour donner un exemple un peu concret, enfin un peu complet avec toutes ces petites astuces-là, juste je vérifie le temps. Ah ouais, et je m'en fous complètement du temps parce que la personne qui parle après c'est Thomas et c'est un pote et de toute façon il parlera quand il veut, enfin quand je veux. Je donne un message, je génère la fonction d'encodage. Hein. J'ai mon objet donc avec le champ qui s'appelle D et qui a un tableau de valeurs. Et donc qu'est-ce que la fonction d'encodage de protocole buffer me donne à la fin ? Elle me donne un buffer avec des octets. Et ces octets, c'est quoi? Alors c'est 2,2. Alors là, on est en notation hexadécimale. Donc en fait, 2,2, pourquoi? Donc le field number, c'est 4. 4, je shift de 3. Donc ça fait 4 x 8, 32, plus 2. Et donc ça fait 34. Et 34 en hexadécimal, c'est 2. Donc 2 x 16, 32, plus 2. Ensuite, là, je suis en train d'encoder une liste. Donc une liste, c'est le type 2. Et une liste, donc je dois donner la taille avant. Donc la taille, c'est 6. Ok, bon, c'est 6 octets, très bien. Et ensuite, je donne les éléments de la liste. Donc d'abord 3. Donc ça, ce que vous voyez, c'est l'encodage en varint de 3. Ensuite 270, ensuite 86 000 gna. Ça prend moins de place qu'en JSON. Alors protocole buffer, c'est cool. Mais il y a des problèmes. Genre par exemple, si on est sur le web,
on n'a pas trop de contraintes de backward et forward compatibility, parce qu'en fait, le code client, à peu de choses, ça dépend des contextes, mais le code client, il est souvent téléchargé depuis le serveur, à chaque fois par le client. Et donc, on n'a pas de problème de « ah ouais, mais je veux updater une machine ou l'autre ». Non, c'est à chaque fois, on a toujours la dernière version du code, donc on n'a pas ce problème-là. Donc tout ce travail-là, des field numbers, en fait, c'est juste une perte de temps quand on est sur le web. Ah oui, aussi un petit problème, c'est qu'en fait, à cause des variables int, enfin à cause, c'est pas à cause que de ça, mais notamment à cause de ça, en fait, on est obligé de passer le message entièrement avant de pouvoir lire genre le quatrième champ. Et des fois, quand on envoie un gros message, on aimerait bien pouvoir lire le quatrième champ sans avoir à se taper le parsing du message entier. C'est un problème aussi que JSON a. En JSON, on est obligé de parser le truc entier avant de pouvoir lire chacun des champs. Il existerait d'autres manières d'encoder qui permettraient de pouvoir à l'avance calculer l'offset dans le buffer pour savoir ah ouais, je veux lire le cinquième champ, et faut aller c'est à partir de l'offset, c'est à partir de l'octet 48 que on peut lire la valeur. Ce sera si le protocole buffer le fait pas. Ah oui, aussi protocole buffer, on est toujours obligé de préprocesser la donnée. Par exemple, ah non, je donne des exemples juste après en fait. Ouais. Disons, protocole buffer ne suffit pas, on est toujours obligé un petit peu de préprocesser, de pré-traiter la donnée avant. Aussi, un autre truc qu'il faut bien comprendre, c'est hyper pertinent pour compresser de la donnée structurée, de la petite donnée structurée. Si vous me donnez un méga de texte, protocole buffer, il va prendre le texte, il va dire c'est du texte, super, je le mets dans le champ, et puis il fait cette taille-là, et merci. Et donc le gain par rapport à du JSON ou autre chose sera complètement nul. Voilà. Donc faut savoir aussi quand utiliser les bons outils. Je vais donner un exemple pour l'histoire de l'imitation du pré-processing. Si je veux envoyer une date, par exemple, j'ai un capteur que j'ai mis dans une déchetterie et je mesure l'affluence des gens dans la déchetterie, c'est un vrai use case. Et je veux savoir la date de la mesure. Comment est-ce que je transporte la date comment est-ce que je transporte la date de la mesure? Il va falloir que je l'encode dans des types de protocole buffer sur ma train. Et donc, il faut que je commence à me poser des questions. Quelle précision? En fait, pas le timestamp à la minute, je m'en fous. Je veux le timestamp plutôt à la minute. Donc, il va falloir que je prenne la date, que je prenne le timestamp, que je le coupe. Aussi, de préférence, pas commencer en 70. Parce que vous avez vu, protocole buffer, il aime bien les petits entiers. Et donc, on va peut-être commencer en 2015. Déjà, ça va réduire un petit peu la taille de l'entier. Voilà. Enfin bon, il y a du pré-processing à faire. C'est pas je mets mes données et puis tout d'un coup tout est magique et tout est parfait. C'est si vraiment on veut exploiter très finement l'encodage, il faut y travailler. Aussi un autre truc. Là, je donne un exemple d'un algo que j'ai créé. En fait, donc dans les déchetteries pour savoir l'affluence, on a un outil qui mesure les Wi-Fi, les devices qui recherchent du Wi-Fi. Je suis au niveau du temps. Ouais, c'est bon. Thomas, il te restera 10 minutes. Et en fait, on mesure comment ça s'appelle, les forces de signaux des différents devices qui cherchent du Wi-Fi autour. Donc en fait, quand on cherche une fois quand on cherche une fois l'affluence, on se retrouve avec un tableau de forces de Wi-Fi. En fait, les forces de Wi-Fi, c'est des nombres qu'on peut normaliser entre 0 et 255. Et surtout, c'est des nombres qui sont très proches les uns des autres. C'est genre 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 4, enfin j'en sais rien. Aussi, deuxième truc, on veut juste la force. On s'en fout de qui, on s'en fout de quelle personne, à quelle personne appartient quelle force. On ne cherche pas à tracer les gens, on s'en fout. On veut juste savoir l'ensemble, le nombre, voilà. Et donc, une idée pour encoder efficacement ce tableau, c'est de trier le tableau. Et ensuite, je stocke la première valeur dans un octet complet. Et ensuite, je stocke que la différence. Je fais que stocker la différence avec la valeur précédente. Donc s'il n'y a pas eu de changement, je stocke 0 sur un demi-octet, puis 0, puis 0. Et puis dès qu'il y a un changement, donc j'avais 0, 0, 0, et puis maintenant je veux stocker 1, je vais stocker 1 parce que c'est la différence avec la valeur précédente.
etc. Et il y a un cas où des fois entre deux valeurs, on va avoir quelque chose qui est supérieur à 15. Et donc auquel cas ce qu'on fait c'est on stocke 15 et puis le prochain octet ce sera une valeur complète. Ça marche très bien. Alors c'est pas pris en compte dans protocole buffer direct, il faut préparer aussi la donnée avant, mais ça a permis de faire des gros gains en compression. Voilà, il y a le code là, il y a un benchmark, il y a une pull request, c'est super bien. Et genre, ah oui, et le truc incroyable c'est quand on a réussi à battre JSON plus gzip avec cet encodage, ce qui est pas mal. Et avant gzip, parce qu'on peut appliquer gzip en plus de ça. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est le web. Pardon. Et protocole buffer sur le web, ça marche. Donc ça marche et pour Node.js et pour le web. Grâce à une pull request à la con que j'ai fait, j'ai bougé une dev dependency à une dependency. Personne n'avait jamais essayé de le faire. Et j'ai essayé et ça marchait pas. Et j'ai bougé la dependency et ça marchait. Oui. Ouais, donc ça marche, c'est cool. Utilisez-le. Ce que ça coûte, c'est créer les schémas avant. Utiliser en combinaison avec gzip parce qu'en fait ça fait gagner de la place sur deux trucs différents. Protocol buffer, ça réduit tout ce qui est la structuration de la donnée à vraiment quelque chose de minimaliste. Alors que gzip, il cherche des patterns et il réduit la taille s'il trouve souvent le même pattern dans la donnée. Donc ça compresse des choses différentes. Pardon. Ça compresse des choses différentes, donc c'est efficace. Aussi, en HTTP post, il n'y a pas de compression, il n'y a pas de gzip. Donc quand vous envoyez votre JSON, c'est du JSON. Si vous envoyez du protocole buffer, vous gagnez beaucoup de place des fois. Protocole buffer, c'est pas les premiers à faire le truc. Il y a d'autres initiatives, il y a Thrift, Avro, Capen Proto, Flat Buffer, donc par Google mais utilisé par Facebook, pardon. BigPipe peut-être. Et c'est intéressant parce que chacune de ces initiatives a des particularités. Genre par exemple Avro, il réenvoie le schéma à chaque fois qu'il envoie le message. Comme ça, il n'y a pas ces questions de backward, forward compatibility. Non, c'est je t'envoie le message et la manière dont il faut le lire. On perd un peu de place, mais on gagne en simplicité de lecture. Capen Proto, on peut lire aléatoirement. C'est-à-dire, il n'y a pas les variables integer, etc. Donc, il est capable de lire le 5e champ alors qu'il n'a rien parsé du tout. C'est vraiment très agréable dans certains use cases. Flat Buffer, il paraît que c'est super bien, il n'y a pas d'implémentation JS, donc quelqu'un le fait. Ok, alors donc tout ça c'est bien, mais reprenons un petit peu de hauteur et je pense qu'on peut faire encore mieux. Alors, on pourrait améliorer protocole buffer. Bon, déjà, ça serait parce qu'en fait, écrire les schémas, j'ai dit ouais, vous avez juste à écrire les schémas. En fait, c'est chiant. On a déjà nos endpoints en REST, etc., en JSON, etc. Et ça serait super si juste quelqu'un écrit une fonction qui prend un JSON et qui génère un schéma. Ça prend un peu de temps, mais quelqu'un le fait. Sinon un jour je le ferai, j'en sais rien, je vais m'énerver. La partie Node.js, le package, il utilise buffer, ce qui était bien à l'époque, puis maintenant on est en Node 4. Donc il y a les typed-array, donc ce serait bien que tout le monde ait utilisé typed-array, comme ça le truc marche des deux côtés sans avoir à émuler les buffers, je sais pas quoi. Deuxième truc, le package, en fait on lui file le schéma et puis il retourne un objet qui a les deux fonctions d'encodage et de décodage. C'est bien, mais ça veut dire que quand on envoie quelque chose côté client, on envoie le code métier qui permet de décoder le message, mais on envoie aussi toute la bibliothèque qui permet de faire la génération du code. Ça sert à rien. Donc ça serait bien de l'améliorer aussi, mais c'est du temps. Pour revenir à ce schéma-là, on peut sûrement faire mieux que tous ces protocoles. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils font tous un peu pareil. C'est ouais, mais on a fait comme protobuf, mais nous, on peut lire au milieu, et puis nous, gna gna gna. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Parce qu'en fait, et puis aussi tous, enfin, je crois, ils explicitent exactement ce que chaque octet doit être, sur le fil. Alors qu'en vrai, en tant que développeur, on n'en a rien à faire. On veut la fonction d'encodage, on veut la fonction de décodage. C'était le schéma que j'avais mis là.
On a notre code métier complètement à gauche, on a notre code métier complètement à droite, et on veut juste des fonctions qui nous décodent et nous réencodent pour qu'on utilise des objets métiers. On n'en a rien à faire du protocole interne. Donc, voilà. Donc idéalement, un truc, la liste au Père Noël, je liste toutes mes contraintes, genre alors je veux que ce soit backward compatible, et puis je veux pouvoir lire lazily, puis j'en sais rien, toutes mes contraintes. Je donne mes schémas avec un peu plus de type utile, genre par exemple la date, et je peux pouvoir lui dire ouais, et puis tu me gardes que à la minute, genre un peu déclaratif, genre on n'a pas à écrire le code. C'est dans l'outil. Il génère un protocole sur le fil dont on n'a rien à secouer, mais par contre il nous sort des fonctions dans les langages qu'on veut. Voilà, c'est une sorte de système idéal. Voilà. Donc il faudra du temps pour le faire. Et j'annonce protocole bruyant sur GitHub, c'est licence MIT et non, je déconne, c'est trop de taf. Je l'ai pas fait du tout. Voilà. Je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Et Thomas qui part après, on a le temps pour les questions. Ouais. Sur le web, est-ce que j'ai des cas d'usage? Mais en fait, non, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser sur. Ah oui, donc en fait, j'ai commencé à regarder Protocol Buffer quand on a eu besoin d'envoyer soit par 3G, soit par SMS les données des capteurs qu'on mettait dans les déchetteries pour avoir l'affluence. J'ai pas eu de use case web, mais en fait, n'importe où tu fais un JSON. Est-ce que pour une appli lambda où tu as un énorme trafic, est-ce que vraiment tu vas gagner des sous à faire ça? Pour les requêtes post, oui. Il peut y avoir des gains bien violents parce qu'il n'y a pas de compression, parce qu'il n'y a pas de gzip. Parce qu'en fait, en vrai si on fait du get et on récupère du JSON, en fait, gzip, ça fait déjà une énorme partie du taf. Et donc, disons, il y a une équation, quoi. Faut regarder le temps que tu vas y passer par rapport au gain que ça va apporter vraiment. Si c'est pour gagner tu vois, si c'est passer du temps à écrire les schémas de messages compliqués, bah ça sert à rien. Donc faut mesurer le temps qu'on y passe à écrire les schémas par rapport aux gains qu'on espère avoir. Mais sur des postes, il peut vraiment y avoir des gros gains. Et le jour où il y aura la fonction là, qui prend un JSON et qui génère le schéma, l'équation ce sera plus facile forcément. Ouais, il y avait une question ici. Oui, l'avantage de JSON, c'est que c'est facile à lire dans Chrome par exemple. Est-ce que du coup, si on passe à du protocole buffer, est-ce qu'il y a de l'outillage qui permettrait de visualiser les messages ou alors on est obligé de passer la fonction de décodage pour... Ouais, en fait, je ne connais rien, je ne connais pas d'outillage, mais il faudrait en créer un où tu lui donnes par exemple la description du message et c'est lui qui va comprendre la fonction de décodage et donc te permettre de débugger. Mais en fait, cet outil-là, l'outil un peu magique qui fait ça, on pourrait aussi potentiellement lui dire de cracher du JSON. C'est-à-dire que quand tu es en dev, tu lui dis crache du JSON, comme ça je peux te débugger. Et puis quand on passe en prod, tu me craches un truc hyper efficace par rapport à mes contraintes de backward, forward compatibility, etc. Donc voilà, le fait d'avoir un outil comme ça, ou juste avec un flag en ligne de commande, tu peux lui dire tu me génères ça ou ça, pourrait permettre d'avoir une meilleure expérience de développement. Alors ça aide pas pour débugger par exemple la production, mais voilà. Une autre question? Ma présentation était tellement claire. Ok.
enfin, je pense que c'est bon. Je vais laisser la place à Thomas Razzo pour la keynote de clôture. Il va vous parler de fromage et de pain. Et non, j'en sais rien du tout.